plus de 2000 ans de présence juive en France, mais ce n'est qu'en 1808 que Napoléon Ier décida, à travers la tenue du Grand Sanhédrin, de créer le consistoire. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joël Mergui, président des consistoires. Joël Mergui, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous replonger dans l'histoire de l'époque, au moment où Napoléon décida effectivement de créer ce consistoire? Oui, alors c'est un acte très important pour le judaïsme français, pour la France. En 1808, Napoléon décide de créer le consistoire, mais auparavant, il avait rassemblé l'Assemblée des notables en 1806, et puis en 1807, un moment fondamental qui est le Grand Sanhédrin. La réunion du Grand Sanhédrin qui se fait à l'Hôtel de Ville et où le rêve de Napoléon de refaire ce qui avait existé à l'époque du Temple et du Sanhédrin, de réunir 70 personnalités juives qui étaient Alors l'Assemblée des notables, c'était que des laïcs, mais il avait voulu donner un caractère religieux aux décisions qui allaient être prises par le Grand Sanhédrin en associant des notables et des religieux, et des rabbins. Et donc ce Grand Sanhédrin, qui a été dirigé par le grand rabbin David Sinzheim, qui était à la fois devenu le premier grand rabbin de France et à la fois le premier président du consistoire de France, a répondu à des questions qui étaient posées par Napoléon et qui avaient comme objectif de tester la fidélité des Juifs à la France. Donc il y avait une succession de questions, d'ailleurs, qui restent pour la plupart d'actualité, qui était, je pense, l'acte fondateur du lien des Juifs avec la France. On est dans une époque très particulière, durant laquelle les Juifs n'avaient pas de visibilité. C'est-à-dire que le culte juif ne se faisait pas à travers de grands monuments, avec de grandes synagogues, comme nous les connaissons aujourd'hui, par exemple. Donc il y a vraiment un tournant dans la façon dont la communauté juive est intégrée dans le tissu social et le tissu de l'époque. Oui, c'est l'installation de la communauté juive dans la France, et donc la création du consistoire avec tous les objectifs qu'il a de gérer le culte en France, d'avoir la responsabilité du culte en France, et avec les consistoires régionaux qui sont créés. Donc en mars 1808, la création du consistoire et des différents consistoires régionaux qui suivent et qui vont avoir la gestion de l'organisation juive. Quand on dit 210 ans de consistoire, on a l'impression que c'est le début de l'histoire des Juifs de France. Non, le début, il est de 2000 ans, avec des successions de beaux moments et d'expulsions, malheureusement, de différentes expulsions, avec parfois la volonté d'effacer même les traces du judaïsme, jusqu'à effectivement la création par Napoléon. On a des synagogues historiques qui sont bien antérieures et qui ont existé notamment avec les Juifs du Pape, dans certaines régions de France, et donc dont on retrouve la lampe d'Orgon, qui est l'un des premiers repères de l'existence des Juifs en France, qui date du 1er siècle de notre ère, nous ramène à une existence juive depuis 2000 ans, organisée en consistoire depuis 210 ans. 210 ans, vous venez de le dire. Quel est aujourd'hui le rôle du consistoire? Quelle est son implication, sa représentativité de l'ensemble de la communauté? Comment est-ce qu'il s'intègre dans le tissu social, mais à notre époque? La force du consistoire, c'est que c'est à la fois une institution juive, mais une institution qui a été mise en place par Napoléon, donc par l'État, et donc le consistoire fait partie du patrimoine juif et du patrimoine national. Il a effectivement la responsabilité du culte. Le consistoire de France fédère les différentes communautés juives de France. Chacun des consistoires régionaux, dont le consistoire de Paris est le plus important, mais il y a des consistoires qui ont une grande importance, comme à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, et j'en passe un certain nombre, ou des communautés plus petites, et toutes ces communautés sont fédérées par le consistoire de France, qui donc a la vocation d'exprimer publiquement
les enjeux auxquels le judaïsme est porté est confronté depuis qu'il existe, les enjeux de défense effectivement des valeurs juives. On parle beaucoup en ce moment de défense de la shrita, de l'abattage rituel, qui fait partie de l'obligation de chaque juif de manger kasher et de chaque consistoire d'organiser cet abattage rituel, la défense de la circoncision qui malheureusement commence à être attaquée, la défense de la possibilité de respecter les fêtes juives, le Shabbat, de respecter toutes ces valeurs juives, et puis de donner tous les actes religieux qui existent dans le judaïsme. Et en même temps sont apparues des nouvelles difficultés, mais qui ont émaillé aussi l'histoire des consistoires. Aujourd'hui, on est face à l'antisémitisme, dans lequel il faut porter aussi la parole des différents présidents de communautés, différents rabbins qui vivent cela au quotidien dans leur communauté. Est apparue la nécessité de défendre, de protéger, de sécuriser tous nos lieux. Donc c'est une responsabilité institutionnelle énorme, opérationnelle dans le quotidien de la vie juive et représentative dans la fédération des consistoires. Lorsque Napoléon met en place le consistoire, il a une volonté de trouver un juste équilibre entre le pouvoir laïque et le pouvoir religieux. Jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être une des particularités du judaïsme français consistorial d'avoir un couple à la tête de chaque communauté avec un président et un rabbin. Comment est-ce que vous, en tant que président des consistoires, vous arrivez à trouver ce juste équilibre dans ce couple entre le religieux et le laïque ? Oui, ça fait partie, pas simplement du consistoire, ça fait partie de la tradition juive. Il y a le nasi et le navi. Il y a toujours eu le couple du dirigeant laïque et de celui qui représente la religion. Et le système institué un petit peu partout dans le monde, et la présence effectivement de leaders, de présidents de la communauté, et à côté un rabbin. Je pense que l'équilibre se fait naturellement, et il faut utiliser les forces conjointes des deux personnalités qui sont là, qui font avancer l'ensemble de la communauté et qui se complètent dans beaucoup de domaines. Et contrairement aux autres systèmes religieux, nous avons un système effectivement qu'on peut appeler bicéphale, avec une représentation du président et du rabbin qui travaillent ensemble à l'échelon national sur le consistoire de France, à l'échelon parisien et à l'échelon des différents consistoires, les consistoires régionaux, et à l'échelon de chacune des communautés qui comportent un président et un rabbin. Lorsque Napoléon l'a mis en place, c'était surtout comme étant une garantie, une sorte de garde-fou, que le religieux ne prenne pas trop d'expansion et qu'il soit contrebalancé effectivement par la vision du président. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté juive française, qui a cette particularité justement de porter très haut les valeurs d'unité, de rassemblement, est-ce que justement on n'a pas été capable de puiser de cette idée d'origine une capacité à en faire une force, où on est capable d'intégrer dans nos synagogues, à travers la vision consistoriale, toutes sortes de catégories de pratiques parmi les membres de la communauté. La force du consistoire, depuis l'origine, certains ont pensé que Napoléon a voulu, par le système consistorial, assimiler les Juifs. Assimiler les Juifs parce qu'il a voulu s'assurer que les Juifs pouvaient, en respectant l'ensemble des lois de la République, ce qui est inhérent au judaïsme, peut-être oublier un petit peu leur judaïsme. Et on a fait du consistoire une force de rassemblement de la communauté juive. C'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire. Quand vous prenez une communauté juive, quelle qu'elle soit, et l'idéologie consistoriale, même si toutes les synagogues de France ne sont pas directement gérées par les consistoires, elles sont quasiment toutes dans une idéologie française, dans une forme de mode de fonctionnement à la française, qui fait que la synagogue accueille tout le monde. Ça veut dire quoi ? Accueille tout le monde, ça paraît normal. Mais on a dans la synagogue consistoriale l'accueil de celui qui pratique très fortement le judaïsme, qui est là tous les matins, qui participe au minyan de tous les jours, qui mange kasher strictement, qui respecte toutes les fêtes, qui étudie. Et à côté, il y a ce qu'on appelle traditionnellement le juif de Kippour. Et moi je dis le juif de Kippour, c'est le juif de toujours. C'est un juif qui vient peut-être quelques minutes
se retremper près de ses parents ou dans sa synagogue d'origine pour ressentir le judaïsme. Ben, tout cela, ils se retrouvent dans le système consistorial. On a le samedi à la synagogue ou les jours de fête ou les jours de réception pour un mariage ou malheureusement dans des moments difficiles de la vie, se retrouvent des personnes qui ne sont pas obligatoirement concernées par la vie juive quotidienne, mais qui ont le plaisir de se retrouver dans la synagogue. Personne n'est refoulé, tout le monde est accueilli. Et le propre du rabbin, comme vous le faites dans votre communauté, comme beaucoup de rabbins le font dans chacune des communautés, c'est de savoir s'adresser à tout le monde en fonction de sa spécificité. On sera dans quelques semaines à Pessah. Le propre de la table du Seder de Pessah, le propre de la table, c'est d'avoir cette magnifique image des 4 fils. Le sage qui côtoie ce qu'on appelle le rachat, c'est-à-dire celui qui se révolte. L'objectif du judaïsme, c'est de savoir s'adresser à chacun de ses enfants, de savoir adapter sa pédagogie au plus sage comme à celui qui est révolté. La difficulté du judaïsme, et nous y viendrons, c'est celui qui n'est pas là. C'est ce que j'appelle toujours le 5e fils, celui qui ne vient même pas à la table de Seder, même pas pour râler en disant à quoi ça sert tout ce que vous faites, mais qui n'est même pas là. Et donc la synagogue consistoriale, c'est un peu comme cette table de Pessah, c'est d'accueillir toutes les catégories de juifs à tout moment. C'est pour moi une occasion dans cette émission de dire que tout le monde est accepté dans la synagogue et qu'on a besoin de chacun. Et la force du judaïsme, c'est j'ai parlé à un moment donné, en parlant de ça, de discrimination positive. C'est peut-être une invention religieuse de ce qu'est la discrimination positive aujourd'hui. C'est de se dire que c'est important que le juif le plus pratiquant côtoie le juif le plus éloigné. Alors on aurait pu se dire, attention, il y a un risque, c'est que le plus pratiquant finalement s'éloigne. Ben, c'est une confiance du judaïsme dans le message que portent les rabbins, que porte l'idéologie religieuse, que ça sera elle qui arrivera à attirer vers elle celui qui est un petit peu plus éloigné, et que c'est comme ça qu'on a pu traverser les 2000 ans ou les 3000 ans de dispersion dans le monde. Je rebondis en tant que rabbin sur cette idée-là qui effectivement me touche beaucoup. Vous parliez de la table de Pessah avec les 4 enfants, et on le sait dans le texte de la présentation des 4 enfants, lorsqu'on les cite, on dit « Echad Chacham, Echad Rasha ». Le premier est un Chacham, celui qui est impliqué, on va dire, un peu plus dans son judaïsme, et celui qui est défini malheureusement comme un mécréant. Mais ce que l'on remarque, c'est que les deux sont présentés l'un à côté de l'autre. Alors qu'on pourrait se dire, mais pourquoi les mettre à côté, ces deux-là? On devrait les séparer, le mettre en 4e position, pas en 2e position. Et parce qu'il y a une volonté rabbinique qu'il y ait un lien entre celui qui est impliqué, qui a une valeur, qui a des valeurs juives développées en lui, qui le ressent, et qu'il ressente la présence de l'autre pour lui transmettre et pour lui tendre la main, et aussi pour accepter les questions que peut poser le rachat, parce qu'il faut être capable toujours de questionner son judaïsme, questionner sa pratique, pour voir où est-ce que nous en sommes, et comment est-ce qu'on intègre, effectivement, comme vous le disiez si bien, l'ensemble de la communauté de manière très vaste. C'est aussi une conscience préventive du message juif que dans notre histoire, tout le monde ne pratiquera pas complètement. Donc si on avait dit « faisons des synagogues que pour les religieux et les autres qu'ils restent à côté », on serait passé à côté de l'histoire. Le message religieux, c'est effectivement de se dire « nous faisons des synagogues, des cérémonies, des fêtes comme celle de Pessah, ou d'autres comme à Sukkot, c'est le message est le même, pour rassembler, parce qu'on sait que dans notre histoire, des juifs s'éloigneront du judaïsme et qu'il faut que les plus pratiquants continuent à leur tendre la main. C'est le rôle de l'ensemble de nos synagogues et du réseau consistorial. Et c'est la philosophie consistoriale qui n'est pas strictement la même dans tous les pays du monde, où on peut avoir, je le dis souvent, des pays où la synagogue est un peu plus monochrome, où on a des synagogues ultra-orthodoxes, des synagogues plus ouvertes, des synagogues de personnes qui ne pratiquent pas beaucoup. La synagogue consistoriale, c'est le rassemblement de toutes les sensibilités juives à l'intérieur du même lieu et dans la même communauté. Cela fait de nombreuses années que le consistoire organise, à l'approche des fêtes de Tishri, la présentation des vœux à l'Assemblée, aux fidèles et aux autorités du pays. Cette année,
vous avez eu l'honneur de recevoir le président de la République. Vous avez essayé de transmettre un message qui, à mon avis, est un message très fort. Le lien qui existe pour tous les membres de la communauté, un lien qui est double, avec une affection profonde entre notre attachement à la Torah et notre attachement aux valeurs de la République. Comment est-ce que ce judaïsme français a réussi à construire en parallèle cet attachement aussi fort à ces deux valeurs qui pourraient sembler, aux yeux de certains, antagonistes? Ce n'est pas que le judaïsme français, c'est un message spécifiquement juif, que le message, premièrement altruiste, par rapport à l'autre, à celui qui est différent, et puis c'est le message, effectivement, principal du judaïsme depuis l'exil, de dire respecter, préserver, protéger, contribuer aux différents pays dans lesquels vous êtes. Les Juifs de France, qui sont, comme on vient de rappeler, pour une partie en France depuis 2000 ans, pour d'autres qui sont arrivés par différents canaux, sont arrivés de différents pays. Mais dans chacune des cultures originaires, comme dans chacun des pays dans lesquels nous avons vécu depuis que la destruction de Jérusalem et l'exil qui a dispersé les Juifs dans le monde entier, notre spécificité, ça a été d'arriver à préserver, à transmettre le judaïsme et les valeurs de la Torah, en même temps que l'affection, l'amour et le respect des différentes patries dans lesquelles nous avons existé. La prière pour la République, qui est un des fondements de notre synagogue, de la synagogue de la République, qui est un des fondements, n'est pas née avec le consistoire et Napoléon. Elle a existé sous diverses formes, et elle existe encore sous diverses formes, la prière du roi, la prière des différents pays dans lesquels nous sommes. C'est un acte majeur de respect des pays dans lesquels nous sommes. Nous sommes, à quelques mois, nous avions célébré le centenaire de l'armistice. Ça nous a permis de rappeler, devant la grande synagogue de la Victoire, la mémoire des soldats morts pour la France. Et j'ai rappelé à ce moment-là, vous parliez des questions de Napoléon. Parmi les questions de Napoléon, il y avait une question majeure: jusqu'où êtes-vous prêt à défendre la patrie? Et les Juifs avaient répondu en 1808, jusqu'à la mort. C'est un engagement qui a été prouvé tout au long de l'histoire, et particulièrement pendant la guerre de 14-18, où sur 32 000 engagés, sur 160 000 Juifs qui vivaient en France, 5 000 ont trouvé la mort en tant que soldats. Je rappelle malheureusement que 3 000 de ceux qui ont échappé à la mort pendant la guerre de 14-18 ont été malheureusement trahis 20 ans plus tard et se sont retrouvés dans les camps de concentration. Ça veut dire que, quelque part, ça fait partie du judaïsme de respecter, de protéger, de préserver, de défendre les terres sur lesquelles nous vivons et les pays dans lesquels nous vivons, et bien entendu, particulièrement en France. Nous nous retrouvons en plein cœur de l'exposition permanente du Mage, dans une salle magnifique entourée de toutes ces constructions de synagogues du monde ashkénaze. Pour parler du patrimoine des synagogues en France, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Jarassé. Dominique Jarassé, bonjour, vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, spécialiste du patrimoine et de l'histoire de l'art. Je voudrais que nous puissions aborder, on retient généralement la date de 1808 pour la création du consistoire, et à quel moment apparaissent les premières synagogues consistoriales, la construction des synagogues monumentales que nous avons en France, notamment à Paris? C'est justement en lien avec le consistoire que se créent les grandes synagogues, car au moment où on crée les consistoires, il n'y a que des synagogues cachées, puisque le judaïsme est tout juste toléré et il devient officiel seulement avec la Révolution. Ce sera un des premiers chantiers de ces consistoires que de construire des synagogues monumentales pour attester de ce nouveau statut du judaïsme à l'intérieur de la société française. Et très symboliquement, la première communauté, le premier consistoire qui réussit à construire vraiment une très belle synagogue avec une façade sur rue, ce qui est une nouveauté absolue, c'est Bordeaux,
parce qu'ils sont, les Bordelais sont francisés et ils adoptent immédiatement les idéaux, justement, napoléoniens. Et dès 1812, ils inaugurent une très belle synagogue avec une façade sur rue, des symboles. Ils inventent peut-être même là certains symboles qu'on va retrouver par la suite tout le temps sur les synagogues, dont les tables de la loi. Alors, il n'y avait pas encore de grande synagogue monumentale, comme vous venez de le dire. Alors, quel est le modèle pour une construction d'une synagogue? Alors, justement, il n'y avait pas de modèle, car il n'y a pas de toute façon de règles spécifiques dans le judaïsme pour la construction des synagogues. De sorte que le modèle, les architectes n'étant pas juifs, aucun architecte juif n'existe en France à cette date, c'est l'Église. Bien évidemment. Alors très souvent, on a un plan basilical, on a parfois des tours, on va avoir... Mais il ne faut pas mécomprendre le sens de ce modèle, car ce modèle, c'est en même temps le fait que le judaïsme, tout à coup, se retrouve sur le même plan que le protestantisme et le catholicisme, et qu'il doit donc être présent dans la ville, avec un édifice monumental qui va signifier l'intégration des Juifs dans la société française et une nouvelle place dans la ville. Alors, ce ne sera pas toujours sans problème, puisque de temps en temps, on les cachera un petit peu, ces synagogues, mais très fréquemment, elles prennent véritablement pignon sur rue. Qu'en est-il aujourd'hui? La communauté en France est une communauté importante, troisième communauté du monde. Il y a toujours des constructions de nouvelles synagogues. Est-ce que l'on n'a pas perdu justement cette particularité de l'architecture grandiose qu'il y avait à l'époque? Effectivement, on l'a perdu, mais pour une raison à la fois historique et je dirais identitaire. L'identité juive a changé. Le temple israélite n'était plus supportable pour des gens qui se revendiquaient juifs. Et c'est dès les années 30, en particulier aussi avec l'arrivée des Juifs d'Europe de l'Est, où le modèle un peu trop ecclésial est remis en cause au profit très souvent. Une des plus belles synagogues à Paris est celle de Belleville, qui est le meilleur reflet certainement de cette mutation. Car vous avez un très bel espace de synagogue, mais qui est conçu comme un cinéma, et autour des salles communautaires. Le toit-terrasse peut servir de cours pour les élèves de l'école, et ainsi de suite. Vous voyez, une sorte de fonctionnalisme qui est en parfaite adéquation avec la tradition juive, d'une certaine manière. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, alors là, il y a vraiment presque un rejet de ces types d'édifices, à tel point que lorsque certaines communautés vont se transformer profondément dans leur composition, on va des Juifs d'Afrique du Nord qui vont débarquer dans telle ou telle synagogue, seront parfois gênés par ces édifices trop monumentaux. Mais on continue à construire énormément de synagogues, mais avec une liberté justement laissée aux architectes et aux responsables des communautés, qui est un bon reflet aussi, je dirais, de la variété du judaïsme français, avec cette liberté de pouvoir concevoir un peu la synagogue comme la communauté en a envie, puisqu'il n'y a plus ce modèle imposé parfois par le consistoire, car avant la séparation de l'Église et de l'État, les synagogues bénéficiaient de subventions qui venaient du ministère des cultes via le consistoire. Et le consistoire en profitait pour imposer ses vues au nom de la subvention. Donc finalement, nous nous retrouvons tout au long de l'histoire de la communauté juive en France, en tout cas à partir des consistoires, à une synagogue qui correspond non seulement à son époque, mais surtout à la mentalité de la communauté pour répondre aux demandes de l'instant et de l'état d'esprit communautaire. Absolument, mais en même temps, c'est aussi un reflet du regard de la société française. Les architectes, souvent, ne sont pas juifs et projettent parfois sur les juifs des fantasmes. Le fantasme orientalisme, par exemple, dont on peut comprendre qu'il a une signification identitaire, a pris des proportions incroyables. Quand vous voyez la synagogue de Besançon ou la synagogue de Chalon-sur-Marne, mais vous avez l'impression d'entrer dans l'Alhambra à Besançon, de rentrer dans une mosquée. C'est tout juste s'il n'y a pas de minaret sur les angles. Donc il y a bien là quand même aussi un autre reflet, et qui n'est pas sans ambivalence. Et d'ailleurs, certains responsables ou certains architectes juifs de cette époque disaient « méfions-nous, si on marque trop cette différence, on nous extrait en quelque sorte de l'histoire de France ». Un grand architecte allemand disait « on doit construire les synagogues en style gothique, en néo-gothique, parce que les églises allemandes sont néo-gothiques ». Vous voyez, le souci d'une intégration maximum. C'est évidemment excessif et serait peut-être même plus une assimilation qu'une intégration. En France, on va rester plus pondéré, mais avec la séparation de l'Église et de l'État, la synagogue va aussi retrouver une certaine liberté et peut-être poursuivre le processus d'intégration sans ces diktats architecturaux.
Dominique Jarasset, merci pour toutes ces explications, merci de nous avoir fait pénétrer dans ce patrimoine juif français si particulier et si riche que nous avons le privilège d'avoir. Merci et à bientôt. Merci. Au moment de la destruction du temple, c'est un véritable cataclysme dans la vie juive. Non seulement il n'y a plus de temple, il n'y a plus de centralité de la vie religieuse, de la pratique religieuse, mais il n'y a plus non plus la présence de la terre d'Israël, pour la plupart en tout cas des Juifs. Nous nous retrouvons donc en Babylonie. Comme souvent, la communauté était dirigée par un prophète, qui était le prophète Jérémie. Et la communauté était complètement perdue. Comment se comporter en Babylonie? Qu'est-ce que nous devons garder? Comment est-ce que nous devons nous intégrer? Est-ce qu'on doit garder nos valises à la main? Comment est-ce qu'on doit faire? Et c'est justement Jérémie qui donne cette réponse exceptionnelle à cette époque et qui reste tout aussi forte aujourd'hui, de dire non seulement vous devez poser vos valises, vous devez vous installer dans ce pays, vous devez intégrer le système de vie proposé par ce pays, qui est le pays qui nous exile. Vous devez non seulement vous intégrer, et vous devez tout faire pour le faire grandir. Et c'est vraiment un regard de génie qui a été proposé ici, de voir comment faire, après un cataclysme tel que la destruction du temple de Jérusalem et l'exil, pour non seulement se relever, mais c'est à mon avis pas uniquement cela, mais trouver un épanouissement dans le milieu dans lequel nous devions vivre pendant quelques années maintenant. Et donc, ce qui sera effectivement, comme vous le disiez, l'origine de la prière pour la République. De la prière pour la République, d'une part, mais aussi de la volonté qu'a marqué le peuple juif dispersé dans le monde de s'intégrer, de s'organiser, et dans les différents pays dans lesquels il est. Il y a un double aspect. Il y a l'aspect qui pourrait paraître égoïste quand on lit la prière, de se dire on prie pour le pays parce qu'on prie finalement pour nous-mêmes. Parce qu'on est là, on est dans un pays, donc on a envie qu'il soit prospère. Hein. Ça pourrait, dans certaines conceptions, pourrait donner ça. Non, il y a aussi dans le terme, le mot Yehudi, le mot juif, c'est aussi, il y a la traduction de reconnaissance. Il y a toujours la notion de reconnaissance envers les pays dans lesquels, les terres sur lesquelles nous vivons. Et parfois, il faut repenser l'histoire. C'est difficile de faire parfois la prière pour un pays dans lequel nous ne sommes pas obligatoirement bien acceptés. Et on a quand même continué à le faire. Il y a une notion de foi qui est exceptionnelle. On voit la prière pour la République en France, ça paraît facile, on a les gouvernements qui se suivent, nous disent qu'ils nous soutiennent, qui sont contents qu'on soit là, qui n'ont pas envie que nous partions. Il y a de l'antisémitisme, mais il y a aussi un état. Mais de faire la prière, je ne vais pas reprendre toute l'histoire des Juifs à travers le monde, mais ça pourrait paraître contradictoire. Mais on a toujours œuvré pour positiver les pays dans lesquels nous sommes, sous réserve que nous puissions y rester. Malheureusement, l'histoire a fait qu'on a dû quitter un certain nombre de pays, mais jamais notre foi ne s'est mise en contradiction avec les lois du pays pour pouvoir justement continuer à construire ce qui fait notre identité, à transmettre notre identité et à respecter les civilisations, les pays dans lesquels nous vivons. Comme si finalement la prière finalement porte l'espérance. Du peuple d'Israël, une sorte de confiance, je ne dirais pas aveugle, une confiance vigilante de la place occupée par la communauté juive au sein de la société. 210 ans plus tard, aujourd'hui, à notre époque, la communauté a beaucoup évolué. Au sein de l'Europe, la communauté juive de France a une singularité. Elle a augmenté à travers le temps. Comment est-ce que nous avons réussi à reconstruire ce judaïsme après, malheureusement, tous les déportés, tous ceux qui ont été anéantis, exterminés pendant la Shoah? Il y a quelque chose d'assez exceptionnel, si on parle un peu de démographie juive. C'est que la communauté juive de France est la communauté qui a le plus grandi numériquement après la Shoah. Ça pourrait paraître paradoxal après le cataclysme de la Shoah, après les déportations, après la collaboration, que la communauté est autant crue en France. Les deux éléments de réflexion qu'il faut porter. Premièrement, 75% de la communauté juive a été sauvée grâce au juste en France. Et donc, la communauté juive, après la Shoah, a eu conscience qu'il y avait un espoir dans l'avenir. N'a pas quitté la France.
on aurait pu penser que la communauté juive, au lendemain de la Shoah, quitterait la France. Elle a voulu porter son espoir sur la France. Et donc ça a été un premier élément. Maintenant, la reconstruction du judaïsme français est venue effectivement aussi de l'apport du judaïsme d'Afrique du Nord, puisque en 1962 arrivent les Juifs d'Algérie, qui étaient, par le décret Crémieux, qui étaient français, et donc qui sont arrivés en France et qui ont contribué de façon exceptionnelle. Il n'y a pas une communauté en France qui n'a pas bénéficié de ces Juifs d'Algérie qui sont arrivés revivifier le judaïsme français. Je crois qu'on a, je le répète régulièrement, il faut avoir une reconnaissance très importante pour ces Juifs d'Algérie qui sont arrivés, parfois des Juifs qui n'étaient pas très pieux, mais qui avaient une conscience juive très forte. J'ai vu à travers la France, dans les synagogues que nous avons à travers la France, des vieilles personnalités juives qui parfois ne savaient pas lire, mais qui tenaient la synagogue, mais qui avaient conscience qu'ils devaient ouvrir la synagogue tous les Shabbats, ne serait-ce que pour que la lumière soit allumée, qu'on puisse, à quelques personnes, réciter les chants de Shabbat et ne pas les perdre. C'est une conscience importante. Alors ce judaïsme qui est arrivé d'Afrique du Nord, d'abord d'Algérie, ensuite les frères du Maroc et de Tunisie ont rejoint, ont permis de faire regrossir la communauté juive de France progressivement depuis la Shoah jusqu'à, et je le dis, jusqu'aux années 2000. Depuis, j'ai eu la responsabilité de l'expliquer aux différents présidents successifs, depuis Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron, que nous étions dans une diminution numérique de la communauté juive de France. Parce qu'il n'y a plus de juifs qui viendront d'ailleurs en France. Il n'y a plus de juifs qui viendront d'Europe, il n'y a pas de raison qu'ils viennent d'autres pays, et il n'y a plus de juifs réfugiés des pays arabes, puisqu'ils sont quasiment tous soit venus en France, soit allés en Israël, soit allés ailleurs. Donc nous n'avons plus qu'à compter sur nos propres ressources internes. Or on sait que la Aliyah des Juifs vers Israël s'est accélérée ces dernières années, et que par ailleurs, il y a un certain nombre de Juifs qui se détachent de leur identité juive, et par cela, on peut avoir une diminution démographique de la communauté juive de France. Mais c'est vrai que c'est la communauté qui a le plus grandi après la Shoah, et c'est aussi la communauté dont les Juifs sont le plus partis ces dernières années. Alors, je voudrais profiter de l'occasion de votre présence ici à mes côtés pour aborder ce thème de la Aliyah. La Aliyah, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, monter. Monter en Israël, aller s'installer, vivre en Israël. Est-ce que vous, en tant que président des consistoires, vous ressentez une Aliyah de qualité des Juifs de France ou une Aliyah de peur ? C'est difficile de dissocier les deux. Je pense que l'essentiel des Juifs qui partent en Israël, c'est un projet idéologique de se retrouver soit avec une partie de la famille. Il faut bien comprendre que la démographie juive française qui a créé, je fais une parenthèse par rapport à votre question parce que c'est important de le dire, qui a créé un judaïsme exceptionnel. Le judaïsme de nos enfants est un judaïsme mélangé de façon exceptionnelle de plusieurs racines juives. Il y a la racine française de 2000 ans, il y a la racine ashkénaze des différentes communautés juives d'Europe, il y a le rajout de la racine séfarade, et les mariages de nos enfants et de nos petits-enfants font que nous avons des enfants qui ont de multiples, un patrimoine exceptionnellement multiple, et c'est le propre du judaïsme français. Donc il y a bien entendu une aliyah de choix idéologiques, mais dans lesquels les circonstances actuelles de ce qui se passe en Europe a été un élément supplémentaire, moteur sur cette aliyah. Je rapporte souvent au sein de notre communauté la première aliyah de l'histoire biblique, celle d'Abraham, lorsque Dieu s'adresse à lui en lui disant « Lech lecha », part vers la terre d'Israël. Nos commentateurs nous font remarquer que dans le texte de la Torah, eh bien, avant de recevoir l'ordre de partir, il était déjà en route, il était déjà parti. Il avait déjà quitté son environnement, sa famille, sa maison, sa ville, son pays. Et pourtant, Dieu lui parle une fois qu'il avait déjà quitté tous ces lieux-là. Et à mon avis, c'est exactement la même idée. Au début, lorsqu'Abraham quitte son environnement, c'est parce qu'il a peur. Il est le seul à avoir découvert l'existence de Dieu dans un environnement idolâtre. Il a été jeté dans la fournaise ardente par Nimrod. Il n'est pas accepté dans son environnement, alors il part. Et malgré tout, Dieu s'adresse à lui, bien qu'il soit déjà sur la route, pour lui dire « Lech lecha, va-t'en ». Pourquoi lui dire « va-t'en » ? Il est déjà en chemin.
Et cette réponse proposée par nos maîtres, qui est à mon avis splendide et essentielle dans notre approche, de dire que être un peuple errant n'est pas un projet de vie. Partir parce que l'on a peur, partir parce qu'on n'est pas accepté dans son environnement, ce n'est pas un projet de vie. On ne peut pas se construire dans cet état d'esprit-là. Alors que quand Dieu s'adresse à Abraham pour lui dire « pars », ce n'est pas pour fuir, c'est pour se construire ailleurs. Et effectivement, cette alia de qualité est essentielle dans notre approche. Mais du coup, nous qui sommes en France, qu'est-ce que nous pouvons espérer pour notre judaïsme de demain s'il n'y a pas d'apport supplémentaire d'âme, de nouvelles âmes au sein de la communauté ? J'ai introduit il y a quelques années un mot, puisqu'on a beaucoup parlé d'Aliyah, qui est le mot d'Aliyah intérieur, et qui rejoint un peu le début de notre échange, qui fait partie de la mission consistoriale et de la mission dont vous avez parlé depuis Jérémie, finalement, hein, la mission du judaïsme et des leaders de la communauté juive à travers le monde. C'est qu'effectivement, démographiquement, la communauté sera amenée à diminuer dans les prochaines années. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de juifs dans les structures communautaires. Parce que je pense que le judaïsme organisé, la synagogue, on vient de le dire, touche un certain nombre de personnes pratiquantes ou un certain nombre de personnes qui viennent à la synagogue par fidélité à une tradition. Mais il y a plus de la moitié des Juifs de France qui ne fréquentent pas les synagogues et qui ne fréquentent peut-être pas leur identité. Et aujourd'hui, dans un moment de réflexion sur le tournant que connaît le judaïsme dans le monde, au moment où on vient de parler d'Israël, au moment où sur la terre d'Israël vit depuis maintenant quelques années la plus importante communauté juive du monde. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, c'est le cas depuis quelques années. La deuxième communauté juive importante est aux États-Unis, la troisième, elle est en France. Donc on a la responsabilité de la troisième communauté juive du monde. Dans cette communauté juive et dans ce moment historique où le peuple juif retrouve sa terre d'Israël, a la possibilité d'y aller quand il veut, c'est le moment le plus important du rassemblement de la communauté juive, du retour des Juifs vers leur identité. C'est le moment où on doit décomplexer complètement notre identité. Et si effectivement il y a numériquement moins de Juifs, le travail que fait le consistoire, le travail que font les rabbins et les présidents à travers la France, que font tous les éducateurs, c'est de faire découvrir aux Juifs la richesse de leur patrimoine. Et je vois de plus en plus de familles juives, de personnes seules qui viennent pour essayer de mieux comprendre à quoi se rattacher. Être juif, on vient de le dire, c'est pas être en contradiction avec la société, c'est au contraire, quand on est juif et qu'on est à l'aise et qu'on a une connaissance profonde de notre histoire, de notre message, de l'humanisme qui est à l'intérieur de notre identité, alors on est un citoyen exceptionnel et exemplaire. Donc aujourd'hui, la construction de l'État d'Israël, l'organisation de l'État d'Israël, l'attrait que porte l'État d'Israël à un nombre important de Juifs dans le monde n'est pas contradictoire avec l'organisation de la communauté juive à travers la France et à travers les différents pays. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de bâtir des structures qui permettent à la communauté juive de retrouver son message originel et de se retrouver à l'intérieur du message. J'ai souvent dit dans une expression un peu rapide, partir ou construire. C'est souvent la question que me pose la communauté juive aujourd'hui. Et quand on s'exprime dans une émission comme celle-là, on s'adresse à toute la société. Et dans toute la société, on sait que la communauté juive se pose cette question. Devons-nous partir ou avons-nous un espoir encore de construire dans l'avenir ? Le consistoire a la responsabilité aujourd'hui architecturale du plus important patrimoine juif d'Europe. Il faut en avoir conscience. Vous traversez la France, vous avez des magnifiques synagogues à travers la France, ou des plus petites synagogues, ou des oratoires qui se sont créés. Et nous avons décidé de construire encore des endroits là où la communauté juive s'est déplacée, là où la communauté juive se retrouve.
parce que notre responsabilité, c'est de transmettre le judaïsme là où les Juifs sont. Les Juifs sont en France, et aussi longtemps qu'ils resteront en France, aussi longtemps que la France donnera des gages pour la sécurité, pour notre liberté de culte, nous aurons le devoir de continuer à bâtir un avenir juif pour nos enfants. Et ce qui est assez incroyable, c'est toute la complexité, à mon avis, du rôle du président des consistoires, des différents présidents et dirigeants de communautés. Nous avons eu les chiffres cette année, en 2018, des actes d'antisémitisme ont malheureusement grandement augmenté. Donc on se retrouve effectivement dans une société où il y a des actes qui témoignent d'une violence à l'égard de la communauté juive, de la place de l'être juif au sein de la communauté française, avec malgré tout un devoir de penser, de réfléchir le lendemain, réfléchir en l'avenir, aujourd'hui, de le conjuguer avec les éléments que nous avons aujourd'hui entre nos mains pour se projeter. Et c'est effectivement particulièrement délicat de trouver ce juste équilibre. C'est délicat, et je parlais tout à l'heure de la liée intérieure, qui est ce retour interne vers les racines juives. Il y a parallèlement ce que j'ai appelé la liée interne, c'est-à-dire qu'il y a des juifs qui ont quitté certaines banlieues, certains endroits où les actes antisémites, il n'y en aura peut-être plus dans ces endroits-là, puisqu'il n'y aura plus de juifs, il y aura des paroles antisémites, il y aura des amalgames, mais la communauté se déplace. Et notre rôle, c'est aussi d'anticiper et de nous organiser en fonction de ces déplacements de la communauté. Et là, il y a effectivement, avec cette augmentation des actes antisémites en France, une réflexion nécessaire, une anticipation nécessaire, et puis le rôle de l'État de prendre en charge l'ensemble de la sécurité de la communauté juive. Ça ne nous empêche pas de continuer effectivement à transmettre et à œuvrer pour un judaïsme vivant et pour un judaïsme, je dirais un judaïsme décomplexé. Et notre histoire, si on reprend l'histoire, que ce soit l'histoire en France ou l'histoire des Juifs dans le monde ou l'histoire en Israël, le judaïsme et les Juifs ont été combattus à de nombreuses reprises. Et on est parfois devant la réalité d'un combat contre nos valeurs, qui est la traduction, et on l'a vu ces dernières années, d'un combat parallèle contre les valeurs des différents pays dans lesquels nous vivons. Nous sommes une forme d'alerte. Les endroits où la synagogue ferme, où s'éteint, les banlieues où il n'y a plus de synagogue, où il n'y a plus personne avec une kippa sur la tête, c'est que la démocratie a disparu ou a perdu. Nous avons toujours été confrontés à ces difficultés. Parallèlement, il y a une volonté de vie exceptionnelle. On tourne dans nos communautés, j'ai le bonheur de tourner dans les 400 ou 500 communautés qui sont fédérées par notre institution à travers la France, et je vois cette envie de vivre, cette vitalité, cette jeunesse extraordinaire qui n'a jamais cédé à la tentation de la violence, qui a au contraire envie de vivre. Je vois les fêtes qui s'organisent, je vois les cercles d'études, je vois la vie juive dans son quotidien. Personne ne nous a jamais empêchés de continuer à faire vivre notre judaïsme, et personne ne nous empêchera de le faire. Joël Mergui, président des Consistoires, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir fait toucher du doigt les enjeux d'aujourd'hui et de demain d'un consistoire qui se veut au quotidien, qui se veut présent pour accompagner la vie juive dans notre communauté et de porter haut les couleurs du judaïsme en France. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous tous et à très bientôt.